Merci d'être avec nous sur Radio J. L'après-midi continue. On se penche maintenant sur les questions de santé. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Eva. Vous recevez aujourd'hui le docteur Marine Colombel, psychiatre, pour son bouquin « Écoute tes émotions pour te libérer », tout un programme. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous avez raison d'écouter Réfois, le rendez-vous santé du jeudi. Après 3 jeudis consacrés à 3 des principaux déterminants de la santé, l'index glycémique, l'activité physique, le microbiote, j'ai souhaité pour les 2 jeudis qui viennent m'occuper de la tête. Je recevrai la semaine prochaine le docteur Jean-Marc Benayem pour parler d'auto-hypnose. Et j'ai le plaisir d'avoir cet après-midi pour inviter le docteur Marine Colombel, psychiatre, PH dans l'établissement public de santé mentale Barthélemy Durand à Étampes, auteur de « Écoute tes émotions pour te libérer » chez Marabout. Docteur Colombel, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Merci de votre présence. Alors nous allons, grâce à vous, découvrir l'importance d'aller au contact de nos émotions. Vous expliquez dès l'introduction qu'elles rythment notre vie. Oui, les émotions, c'est vital. On les a depuis très tôt, on en reparlera, je pense, un peu plus tard, dès l'enfance. Elles vont nous accompagner tout au long de notre vie pour nous servir de guide, pour nous donner des informations qui vont être cruciales pour notre adaptation à notre environnement. Sauf que vous expliquez que quand elles sont désagréables, eh bien, on tente de les mettre de côté, de les cacher, de les rejeter loin. Mais vous expliquez que ça n'est pas la bonne solution, car mises à la porte, elles reviennent par la fenêtre. Je trouve que c'est vraiment l'image qui parle le plus pour les émotions. C'est vrai qu'on a du mal, pas forcément quand elles sont mauvaises, mais quand elles sont trop intenses, à accepter ces émotions et accepter qu'elles soient là en nous. Alors, là réside tout le travail avec nos émotions, c'est être assez à l'écoute pour leur permettre de nous donner le message qui est nécessaire, tout en prenant les mains dessus, sans faire que les émotions montent trop fortes et finalement nous débordent. Vous dites qu'il faut apprendre à vivre avec, c'est-à-dire commencer par les écouter, aller vers elles, leur ouvrir la porte du cœur, vivre en amitié avec elles, les considérer en gros comme des amis, pas comme des obstacles. Oui, parce qu'elles ont un rôle qui est prépondérant. Les émotions, quelle que soit la nature des émotions, que ce soit la joie, mais aussi la tristesse, la colère, la peur. On va y venir. Toutes ces émotions ont leur place et vont nous aider finalement pour nous servir de boussole dans notre vie. Et il y a un bon moyen pour ça, qui est la méditation. Évidemment, donc je vais faire la pub de la méditation parce que c'est quand même la thérapie que j'affectionne particulièrement. La particularité de la méditation, c'est que vraiment on va prendre un petit temps pour nous tous les jours pour vraiment faire le point, faire un check-up mental et corporel de ce qui se passe en nous, et ça va être le meilleur moyen d'ouvrir la perception de nos émotions. Alors, vous allez peut-être nous donner la définition d'une émotion. Alors, pour Darwin, c'était inné, universel, communicatif. Il y a peut-être une définition plus simple. Alors, une émotion, c'est finalement assez simple. C'est un événement qui se passe dans le corps. Ça veut dire qu'on a des sensations corporelles qui arrivent dans le corps et qui vont être ensuite interprétées sous forme de pensée. Imaginons, vous voyez un serpent devant vous. La première réaction que vous allez avoir, c'est le cœur qui se met à battre vite. Vous allez peut-être faire un sursaut, et là vous allez avoir des pensées en disant mince, il faut pas qu'il me morde, il est dangereux. Donc l'émotion de la peur, c'est ça, c'est déjà un vécu corporel de la peur qui ensuite va être interprété sous forme de pensée. Alors vous dites les émotions, en fait, ce sont des états temporaires, ce n'est pas nous. Alors, ne pas les fuir, vous dites, mais écoutez ce qu'elles nous disent, et puis surtout, ne pas les laisser nous envahir. Ça, c'est une question qui est primordiale, parce que nous, on sait bien en psychiatrie qu'une grosse partie des pathologies psychiatriques viennent du fait qu'on s'identifie à ces émotions. Quelqu'un qui souffre d'une dépression va décrire la tristesse et va devenir la tristesse. Donc tout notre travail, ça va être de lui apprendre que cette personne, ce n'est pas la tristesse, c'est juste une personne qui traverse des moments de tristesse, et faire ce pas de côté, se dissocier un peu de nos émotions, de les reconnaître, mais ne pas sans arrêt y adhérer, va faire qu'on va trouver la juste place et justement avoir développé un psychisme sain et en harmonie. Alors, je vous ai coupé tout à l'heure quand vous parliez des émotions. Vous expliquez qu'il y a 6 émotions universelles. La joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise. Et
4 sont perçues comme négatives, une seule est positive, la joie, une est neutre, la surprise. Et vous dites, les émotions négatives sont plus nombreuses car elles nous permettent de survivre dans l'environnement. Effectivement, c'est quelque chose d'assez étonnant. On se dit, mais pourquoi l'évolution qui nous a fait vivre depuis des milliers d'années ces émotions n'en a finalement donné qu'une seule qui était agréable et 4 qui sont souvent désagréables? Tout simplement parce que ce qui est important dans la vie, c'est survivre. C'est d'avoir des messages directs pour s'adapter rapidement à notre environnement. Et la joie, elle, c'est la récompense. C'est ce qui va faire qu'on va être motivé à repartir dans la vie, à dépasser les obstacles et aller un peu plus loin. D'où, finalement, ce déséquilibre entre les émotions négatives et positives. Quelle différence, Dr Colombel, on fait entre une émotion, une sensation, une pensée? Alors ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose qui est vraiment pas forcément évident parce qu'il y a souvent des interconnexions. Alors la sensation, c'est la sensation directe du corps. Je touche la table, j'ai une sensation tactile de toucher la table. La pensée, ça va être quelque chose qui va se passer dans notre psychisme, qui va prendre la forme, par exemple, d'images ou de sons. Et l'émotion, c'est entre les deux. C'est un mélange de sensoriel, de signaux qui se passent dans notre corps et de pensées qui sont associées à ces signaux. Alors, vous expliquez, c'est là qu'entre en jeu la respiration et la méditation. Alors, on voit revenir la méditation, qui est une méthode très, très ancienne, je crois. Très ancienne. Si on remonte en Orient, les premiers textes de méditation qu'on a retrouvés, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc 2500 ans, en sachant que c'est probablement plus ancien. Et il faut savoir qu'en Occident, notre approche de la méditation est beaucoup plus récente. Ça a intégré vraiment la médecine dans les années 70 et en psychiatrie les années 90-2000. Donc c'est une technique assez récente. On a pris cette technique, on a enlevé tout l'aspect religieux pour aller à l'essence de la méditation et aller voir qu'en fait c'est un outil qui est très utile d'introspection corporelle, aller voir les messages corporels et très utile aussi pour notre pensée, pour prendre conscience de notre pensée et apprendre à réorienter notre attention, non pas sur les ruminations, mais sur ce qui se passe à l'instant présent, en nous, dans notre corps et dans nos émotions. Et l'importance donc de la respiration. La respiration va être centrale dans cet exercice parce que la respiration, finalement, est à mi-chemin entre le corps et les pensées. Et ça va être l'objet sur lequel on va poser, en particulier, notre attention dans la méditation. On va respirer pleinement et notre attention va être guidée par ce souffle en nous et va guider notre exploration du corps. Alors, vous proposez, là, très rapidement, des petits exercices. D'ailleurs, c'est assez astucieux parce qu'on peut les scanner et donc s'accompagner parce que parfois, c'est difficile tout seul. La technique est facile. Ce qui est difficile, c'est d'en faire une routine. Donc, mon objectif, c'était aussi de faire des enregistrements pour accompagner les gens dans la découverte de la méditation et des émotions et qu'ils puissent avoir une aide concrète tous les jours pour réussir à méditer seul. Je crois qu'Eva avait une question à vous poser. Oui, bien sûr. Méditer seul, la respiration, tout ça. Quelle différence, vous, docteur Colombel, vous faites entre sophrologie, relaxation et méditation? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a un gros point commun, c'est qu'elles ont la même origine. La sophrologie, par exemple, ça a été développé par un médecin espagnol, Caicedo. Voilà, merci. Caicedo, qui connaissait extrêmement bien la méditation, sauf qu'il arrivait à une époque où la méditation était très mal vue dans le monde médical parce que on était dans les années 70, c'était lié au hippie. Donc il a pris la technique parce qu'il savait que ça marchait bien et il a mis un nouveau nom qui était la sophrologie. Donc on retrouve évidemment dans la sophrologie les mêmes bases que la méditation. Je mettrai une subtilité effectivement entre la méditation pleine conscience et la sophrologie au niveau de l'objectif à atteindre. En sophrologie, en relaxation, on va essayer de se relâcher, d'aller mieux. Dans la méditation, on part sans objectif. Notre objectif, c'est d'aller voir ce qui se passe. Même si ce qui se passe est de la tension, même si ce qui se passe est des émotions qui sont difficiles, on va essayer d'aller au contact du réel et pas forcément aller au contact de ce qu'on voudrait avoir. Donc on va pas forcément aller vers le relâchement. Si on est tendu, on va travailler sur l'acceptation d'être tendu à certains moments. Alors, bien évidemment, votre ouvrage est très pratique. Donc, il y a de nombreux exercices. Et un des premiers, c'est un exercice sur les 3 focus. Alors, noter ses émotions, enfin écouter ses émotions, et puis après noter les sensations,
les pensées qui viennent et le ressenti, c'est ça? Oui, alors les 3 focus, c'est une technique très, très traditionnelle qu'on trouve en mindfulness et dans tous les courants de méditation pleine conscience, où on va à tour porter notre attention à des endroits différents du corps. On commence généralement par prendre conscience de toutes les sensations corporelles, de la position, de tout ce qui vient du corps. Puis, on dirige notre attention vers la respiration, c'est-à-dire qu'on va la recentrer vraiment sur le mouvement respiratoire. Et enfin, en fin de méditation, on va prendre conscience de nos pensées, c'est-à-dire qu'on va observer ce qui se passe dans notre psychisme, sans se laisser pour autant emporter par les pensées. On ne va pas partir dans les ruminations, on va justement les regarder. Il y a une phrase que j'adore qui nous vient d'Asie, qui dit « Regardez les pensées comme si vous regardiez des nuages qui passent dans le ciel ». Donc on va vraiment faire ce petit écart vis-à-vis de nos pensées et les regarder passer. Alors vous utilisez la métaphore du méditant marin sur un bateau et vous dites, quelle que soit la météo, il doit garder le cap et rester concentré sur son embarcation. Tout à fait, la méditation, c'est ça. On médite avec ce qui se passe vraiment. Et si on est en pleine tempête, on a beau rêver qu'il n'y ait plus de tempête et que la mer soit un lac, ce n'est pas le cas. On est dans la tempête. Donc on est dans cette prise de conscience et dans évidemment l'action. Qu'est-ce que je peux mettre en place justement quand j'ai pris conscience que je suis dans une tempête? Le marin, il va accrocher beaucoup plus solidement son bateau. Nous, on va faire exactement la même chose. Si notre tempête, c'est plein d'émotions qui nous traversent, en méditant, on va apprendre à prendre conscience de ces émotions et à reprendre aussi la barre de notre bateau psychique. Quand on est très très stressé, c'est facile de mettre en œuvre les exercices. L'exercice de base en apprentissage est facile. Ce qui est difficile, c'est la régularité. C'est de penser à le faire un petit peu tous les jours. C'est comme le sport finalement du cerveau. Le sport, si on le fait une fois par semaine, on va se sentir bien, mais ça sera pas très efficace. La méditation, c'est pareil. Si on veut que ça soit efficace au long cours, il faut réussir à aménager un petit temps quotidien pour entraîner notre cerveau à aller dans cet état. Vous dites la méditation, pour que ce soit efficace, comment on sait qu'une méditation est efficace ? Alors, il y a 2 choses. Il y a le ressenti, il y a le côté scientifique et le côté ressenti. Quand on médite, on va aller dans un état de conscience modifié, un état de conscience amplifié. Les méditants, avec un peu d'expérience, savent dans quel état de conscience ils sont, en observant simplement ce qui se passe dans le corps, la respiration et la quantité de pensées qu'ils ont. Mais ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude. Pour moi, par exemple, moi qui médite jamais, j'ai jamais fait ça, etc. Comment je fais concrètement pour savoir que j'ai réussi aujourd'hui ? Il faut s'entraîner et je conseille ceux qui débutent de le faire avec des gens qui connaissent déjà bien la méditation. Comme ça, ils pourront suivre. Un accompagnant, c'est plus facile. Comme ça, ils vont vous guider. Par exemple, il y a des signes corporels qui sont très fins, mais qu'on peut repérer lorsque la respiration s'apaise, qu'elle devient plus calme spontanément, plus longue. Généralement, c'est un bon signe. On sait qu'on est en train d'entrer en état méditatif. Mais c'est des petites choses que quelqu'un qui médite saura vous dire. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez commencer, pourquoi pas commencer avec quelqu'un qui connaît déjà. Alors, j'ai choisi 2 chapitres dans votre ouvrage. Un premier qui est se libérer de ses kilos émotionnels. Oui, alors ça, c'est un lien qu'on ne fait pas spontanément, mais pourtant, quand on y réfléchit bien, on voit qu'il y a un lien quand même assez étroit entre les émotions et la prise alimentaire. Tout simplement parce que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a beaucoup d'émotions et qu'on veut diminuer cette émotion et retrouver un peu un réconfort intérieur, souvent, ce qu'on va faire, c'est grignoter. On va aller vers ce que j'appelle l'aliment doudou, un aliment qui nous rappelle souvent notre enfance, qui nous rappelle le bien-être d'être avec ses parents lorsqu'on était enfant. Et on va essayer de retrouver cette réassurance parentale à travers finalement la nourriture. Sauf que lorsqu'on est submergé d'émotions, cette nourriture, souvent on va mal la prendre, on va la prendre en très grande quantité, sans écouter notre corps. Donc c'est là que va intervenir l'écoute des émotions, c'est que lorsqu'on sent que l'émotion vient fort, au lieu de se précipiter vers la nourriture et du coup d'accumuler les kilos, pas que les kilos émotionnels, aussi les kilos sur la balance, on va augmenter notre conscience au corps, augmenter notre conscience de l'aliment. Au lieu de prendre tout un sachet, par exemple, de chips ou de chocolat, on va prendre un chocolat et on va prendre le temps de le manger, d'ouvrir nos 5 sens et on va finalement réhabituer notre corps au sensoriel, à revenir à l'instant présent
et au plaisir de manger cet aliment doudou qui nous fait du bien. Je préfère que vous choisissiez le grain de raisin ou la noisette plutôt que le chips. Et vous dites que c'est vraiment très très important de l'explorer par le toucher, l'audition, l'odorat, la vue, le goût, et de noter, question que vous posez Eva tout à l'heure, le ressenti dans le corps. Oui, et il n'y a pas de bon ou de mauvais aliment, c'est pour ça que je cite la chips. Le problème de la chips, c'est pas la chips. Comme dirait Edouard Baird, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. C'est ça. Le problème, c'est pas la chips, c'est le paquet de chips. C'est la quantité qu'on en a mangé. C'est difficile de s'arrêter quand on en a déjà mangé une. C'est là la difficulté. C'est pour ça, on va rééduquer notre corps finalement à vraiment sentir l'aliment, être vraiment en pleine présence avec. Et notre corps va pouvoir nous délivrer aussi des messages lorsqu'on est, par exemple, à un repas de pleine conscience, nous dire « Stop, tu as assez mangé, maintenant tu peux t'arrêter ». On va apprendre à réécouter tous ces signaux naturels. Alors, vous avez une autre méthode qui est le mindful eating, excusez-moi, qui est la même chose, mais appliquée à un repas. Comment ça se passe en pratique alors, le mindful eating, c'est la même chose qu'avec un seul aliment, sauf que ça va être le temps d'un repas entier. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va prendre le temps de manger. Ça veut dire on oublie le sandwich et le coca entre deux affaires en marchant. On se pose. On prend un certain temps, on prend le plaisir aussi d'avoir un plat qui est cuisiné, qui est beau, et on va vraiment le déguster avec nos 5 sens. Être ouvert aux couleurs, être ouvert à l'odeur, à toutes les sensations finalement que libère ce plat. À chaque bouchée, au lieu d'être concentré sur son portable ou sur la télévision, on va être concentré sur tous ces signaux corporels que nous envoie notre corps lorsqu'on est en train de déguster. Et finalement, on va redécouvrir des saveurs où on passait à côté avant, et on va apprendre notre corps à se rééduquer au niveau alimentaire. Mais ça veut dire que, par exemple, si je suis devant Netflix et que je mange, en fait, je me rends pas compte que je mange trop, c'est ça ? Notre attention, elle n'est pas dans le plat, elle est sur Netflix. Ça veut dire qu'on est dans un état où la nourriture vient, mais en fait, on s'en aperçoit pas. Ça me fait toujours ça, ouais. Ça me fait toujours ça avec les chips et la bière devant Netflix, voilà. Voilà, oui, beaucoup d'expériences ont été faites sur des supporters de foot, et on se rend compte qu'effectivement, en regardant un match, on mange un quart de calories. Une quantité énorme. Une quantité énorme. Oui. Voilà, alors ça c'est important d'être à l'écoute de ces émotions, de ces sensations. Vous dites le repas est un moment idéal. Un autre chapitre très important, je dirais, de votre livre est la découverte pour les enfants, la découverte des émotions. Et vous dites il existe 5 pistes de découverte. Alors, avec les enfants, c'est vrai que c'est assez passionnant. Alors déjà, il faut savoir que la découverte des émotions se fait très, très précocement avec les enfants. Dès qu'ils sont finalement dans le ventre de leur mère, on sait maintenant qu'il y a des interactions entre les émotions de la maman et le bébé qui ressent une partie des émotions. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites de 0 à 4 mois, l'enfant découvre les émotions primaires et il commence à les distinguer à 3 mois. Et j'ai appris dans votre livre, il dit avant, il ne les distingue pas, d'où les crises de larmes devant n'importe quelle émotion forte. Il ressent, mais il est incapable de les identifier, de savoir laquelle c'est. Ça veut dire que pour lui, la joie, la peur, la colère, c'est la même chose. Et quand il voit un adulte qui fait l'une des émotions, si elle est trop forte, ça part dans les cris. Il va falloir attendre quelques mois pour qu'il identifie correctement la sensation émotionnelle. Vous dites de 1 à 3 ans, il découvre les émotions secondaires qui l'aident à interagir et d'affirmer sa personnalité. Il développe l'empathie et il découvre la fraternité ou la jalousie. Donc ça, c'est un point qui est très important aussi dans le rôle des émotions. On parlait de l'interaction à l'environnement. Il faut aussi parler du rôle central des émotions dans les interactions sociales. Les émotions, ça va être vraiment le guide des petits-enfants. Donc là, on est entre 0 et 3 ans sur comment j'interagis avec l'autre. Quelle est la place de l'autre ? L'autre peut aussi avoir des émotions qui ne sont pas forcément les miennes. Donc toutes ces interactions sociales, finalement, font le ciment de notre société et de notre interactivité entre individus. Vous expliquez, vous dites à 5 ans, il peut imiter une émotion et rire pour faire plaisir alors qu'il est contrarié. C'est fou, hein. C'est assez tôt, finalement, à 5 ans, on arrive à mimer une émotion qui n'est pas la nôtre parce que, par exemple, on ne veut pas déplaire à sa maman et lui montrer qu'on est triste, donc on va faire semblant d'être joyeux, même si ça nous coûte. Alors, comment doit faire la maman pour accompagner l'enfant ? Bien évidemment, ça dépend de son âge, mais vous disiez, il y a des pistes et finalement des règles simples à respecter. Il y a des choses assez simples. Déjà, il faut que l'adulte soit présent, accepte les émotions et les nomme. Tout simplement, si les parents disent là, je vois que tu es joyeux, moi aussi je suis joyeux, ou tu es en colère, je suis en colère, les enfants vont déjà pouvoir mettre un mot
et mettre une compréhension sur ce qu'ils vivent et le mettre aussi sur le visage des autres. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'ils vont identifier quelles sont les émotions et quelles sont les conséquences des émotions. Et le rôle des adultes est primordial parce que c'est vraiment eux qui vont faire le lien entre la compréhension de l'émotion et le vécu émotionnel. Donc, toute notre régulation émotionnelle qu'on aura après en étant adulte, les bases se font évidemment en interaction précoce avec nos parents dès le plus jeune âge. Il y a deux choses importantes là, que j'ai découvertes. L'introduction du jeu et les histoires en expliquant les émotions des personnages. Vous dites ça, c'est vraiment très très important. Et respecter ses émotions à lui. Lorsqu'il en a une, lui demander de la verbaliser avant de le réconforter, ce qu'on a un petit peu tendance à faire. On a tendance, par exemple, un enfant tombe, il se fait mal, tout de suite il pleure. Évidemment, le premier réflexe, c'est de le prendre dans les bras et de rassurer. Évidemment, on va le faire, mais on va mettre juste un petit temps de pause pour expliquer en disant là, tu vois, tu as mal, tu es triste. On va juste mettre quelques mots avant de le rassurer pour que l'enfant ne vive pas l'émotion comme quelque chose qui ne doit pas être vécu. Qu'il accepte que ces émotions-là aussi, comme la tristesse, la colère, la peur, ont aussi leur place. Et une fois qu'il l'a compris, on va évidemment le réconforter. On ne va pas le laisser seul en déperdition avec son émotion. Alors le temps passe très très vite, Dr Colombel. Je voudrais juste que vous me disiez un tout petit mot, parce que là, ça m'a interpellé, la méditation au musée. Lorsque on va faire une visite, au lieu d'être perdu justement sur son smartphone ou dans ses pensées ou ailleurs, prendre le temps simplement de se poser devant une œuvre et d'observer tout avec les 5 sens. Si vous êtes devant une peinture, observez les coups de pinceau. Ça part de la respiration. Alors, vous dites plus que tout à l'heure. Le sensoriel, c'est le sensoriel. Et pendant qu'on observe nos 5 sens, on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si une œuvre va nous provoquer des émotions, ça va être le moment d'aller voir quelles émotions ont été provoquées dans notre corps. Et à quel endroit elles se produisent. À quel endroit elles sont, comment est notre respiration, tout en étant complètement ouvert aux 5 sens et à ce qu'on est en train de découvrir en face de soi. Vous dites que c'est le bon moyen pour percevoir le message de l'artiste. C'est un des bons moyens. Je sais que, par exemple, au Japon, c'est beaucoup utilisé par les artistes qui connaissent le zen pour ce petit temps de méditation, finalement, se raccrocher complètement à leurs émotions au vécu avant de se mettre dans un processus artistique et commencer leur œuvre. Et je pense que nous, en tant que personnes qui observons ces œuvres, on peut également faire le même trajet, aller voir quel est notre vécu, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et venir de façon plus réceptive découvrir l'œuvre d'un artiste. Et effectivement, je pense que ça permet de se relier beaucoup plus intimement à l'artiste que si on passait sans réfléchir ou sans faire attention à ce qu'on a sous les yeux. Voilà, je pense que nos auditeurs auront compris l'importance de vivre en toute amitié avec ces émotions. Donc, pour vivre avec elles, d'abord les écouter pour se libérer. Dr Colombel, je vous remercie beaucoup. Merci.